La plupart des gens pensent qu'il y a un secret, qu'il y a une baguette magique, qu'il y a quelque chose qui fait que les résultats arrivent, alors que c'est faux et que tout le monde peut y arriver à partir du moment où il y a de la volonté, il y a de l'action, quoi. J'avais acheté ma première formation chez Mangazi à 16 ans et Ouais. il y avait une des phrases qui disait tout le temps, c'était « T'as pas un problème dans ton business, t'as un problème personnel qui se répercute dans ton business. Les gens ont peur de se nicher parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'enfermer. Or, on va rentrer de plus en plus dans de l'ultra spécialisation et on viendra chercher quelqu'un pour vraiment résoudre un problème précis. » Avant, je pensais qu'en fait, en réfléchissant plus, j'allais avoir des meilleures idées. Et après, je me suis rendu compte que c'était par l'action que j'avais les meilleures idées. Donc en fait, même le seul atout que je pouvais avoir à réfléchir plus, eh ben, il est battu par le fait d'agir. Du coup, c'est quoi ta stratégie d'acquisition plus globalement? Ah bah allez. Une offre irrésistible ne doit pas compter forcément une garantie. C'est surtout ça aussi le truc de l'offre irrésistible, c'est le bonus et la garantie. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a un marché et quand vous arrivez sur un marché existant, il faut être au courant de ce qui se fait. Et après, l'idée, c'est de faire quelque chose qui peut être la même chose mais mieux, plus rapidement ou alors de façon moins chère. On va savoir si tu avais le droit à une seule pub pour faire 20 000 euros. Sinon, tu finis toute ta vie dans le salariat. Comment tu t'y prendrais? Une seule pub pour faire 20 000 euros. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode avec Antoine. On va commencer directement comme d'habitude avec un tu préfères et après je te laisserai directement te présenter. Antoine, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud, je suis parti, le tu préfères, j'aime bien, c'est parti. Magnifique. Plutôt Instagram ou YouTube? Ah, plutôt YouTube, Les États-Unis ou l'Europe? États-Unis. Vivre comme un moine ou vivre comme Elon Musk? Vive comme Elon Musk quand même. Startup ou business en ligne? Un business en ligne. Yacht ou jet privé? Yacht. Ville ou campagne? Ville. Santé mentale ou santé physique? Oh, c'est terrible cette question. Santé mentale, ouais. Vivre pour entreprendre ou entreprendre pour vivre? Entreprendre pour vivre. Pub de following ou pub de retargeting? Pub de retargeting. Abondance ou minimalisme? Je suis plutôt minimaliste dans mon approche, donc ouais, plutôt minimaliste. Est-ce que tu préfères être un mec de 30 ans qui n'a pas assez vécu parce qu'il a trop bossé ou un mec de 30 ans qui n'a pas assez de compétences parce qu'il a trop vécu ou trop profité? Bon, je préfère avoir profité quand même. Et la question qu'il faut te poser, Antoine, est-ce que tu es plutôt organique ou pub? Je ne peux pas choisir. Je fais les deux, j'ai fait les deux, et donc c'est les deux. Tu dois en choisir qu'un, Antoine. Ah, mais c'est pas possible. Allez, si je dois en choisir un par rapport à mon expérience et d'où je suis parti, et quand même, ça sera l'organique. Magnifique. Écoute, bienvenue sur ce podcast entre créateurs, du coup destiné aux entrepreneurs qui créent du contenu. Est-ce que tu peux te présenter, Antoine? Certains te connaissent sous la méthode Antoine, en quelques mots. Ouais, bah écoute, je m'appelle Antoine, je suis expatrié aux États-Unis depuis 10 ans et j'ai commencé les réseaux sociaux en me lançant en 2020 sur TikTok où j'ai créé du contenu qui a pris, où j'ai découvert avec ça le monde des créateurs, le monde du contenu, euh, mais également l'infoprenariat, puisque j'ai commencé à faire du coaching pour entrepreneurs sur TikTok, j'ai vendu des formations sur TikTok pour se développer sur cette plateforme. Euh, pour au final, alors que j'avais une agence dans le marketing d'influence, pour me mettre à 100% sur les réseaux, repartir un peu comme un solopreneur. Et c'est là où en plus de TikTok, j'ai commencé à me lancer sur Instagram. Pareil, où j'ai aidé vraiment les personnes à se développer sur la plateforme, sur les réseaux de manière générale et pas que TikTok. Et de fil en aiguille, j'ai vu que j'avais un impact sur pas mal d'entrepreneurs, sur leur visibilité, mais surtout parce que ça leur apportait du business. Donc je me suis rapproché du côté business et aujourd'hui, on va dire que j'accompagne uniquement des coachs en ligne, des infopreneurs, des experts dans leur domaine à faire plus de ventes, à développer leur business grâce aux réseaux sociaux et principalement quand même Instagram. Magnifique. On peut dire que tu es un créateur. Oui, non, bah, très bien. Et en plus, tu as épargné la partie sur la startup et tout en amont. Mais, euh, mais ouais, sacré parcours. Vous irez voir sa story à la une sinon, si, si vous voulez plus de détails.
Mais ouais, on peut dire que tu as battu un business de coaching assez solide, avec une audience aussi sur TikTok, Insta, YouTube assez solide aussi. Selon toi, qu'est-ce qui fait? Quelle est la différence entre un créateur qui réussit et un créateur qui réussit pas? Alors, est-ce que tu parles de créateur ou est-ce que tu parles d'entrepreneur? Parce que moi, je fais une différence qui est quand même très grande entre les deux. À Ouais. qui tu t'adresses exactement? En fait, ouais, par terme créateur, j'englobe un peu les deux. Parce que je trouve les entrepreneurs, c'est aussi des créateurs et enfin bref. Mais je suis d'accord, c'est un, disons, entrepreneur, ouais. Donc, la question entre les entrepreneurs Qui et réussissent et ceux qui réussissent pas. sur les réseaux, Ouais. Qui bah, réussissent à vendre sur les réseaux, ouais. qui réussissent à vendre sur les réseaux, bah, la première chose à dire, alors que tout le monde va dire l'inverse, c'est que c'est très dur, c'est que ça demande beaucoup de travail, c'est que ça demande beaucoup d'investissement temps, euh, encore plus que dans d'autres domaines, parce que vous allez vous confronter du coup à la création de contenu et que c'est un peu à l'image d'aller à la salle de sport pour prendre du muscle. Et ben, c'est beaucoup d'efforts au début, qu'on ne voit pas voir les résultats. Et c'est vraiment un résultat qui va être différé. Et ben, c'est la même chose sur les réseaux. Donc, il va falloir poster, il va falloir être présent, créer, faire beaucoup, beaucoup d'actions pour commencer à avoir une première traction. Et, euh, et après, la deuxième étape, c'est comment convertir, monétiser tout ça. Et donc là, ça va passer évidemment par apprendre des compétences de la vente, comprendre évidemment à qui on s'adresse et son avatar client. Et donc, je pense que la patience et la vélocité, la rapidité sont deux clés pour la réussite d'entrepreneurs sur les réseaux. Voilà. Ouais, très bien dit. Je trouve intéressant parce que c'est un business qui est pas spécialement technique, qui est pas spécialement dur, etc. Mais vu qu'il y a énormément de gens qui commencent à se lancer et qu'il y a beaucoup de monde, bah, ce qui fait la différence, c'est plus dans tes traits de caractère, enfin, ta constance, ton mindset et ta vélocité, comme tu dis, ou le nombre d'actions que tu fais. Et au final, du coup, techniquement, c'est pas dur. Enfin, en soi, on appuie sur des boutons sur notre téléphone. Mais ce qui va être dur, c'est un peu mentalement de tenir et garder les rythmes, poster beaucoup, ou avoir les bonnes strats, tout comme ça. Toi, tu as fini tes études ou tu es encore en école de commerce à la fin? Je suis encore en HEC là, c'est ma dernière Ok, année. HEC. Bah moi, en école de commerce, quand on t'apprenait un petit peu le business ou autre, enfin le peu qu'on t'apprend, peut-être plus à HEC maintenant, mais euh, dit un business, quelles sont les barrières à l'entrée? Et on disait souvent, le business qui n'a pas de barrière à l'entrée, c'est pas forcément les meilleurs business à aller. Bah là, c'est un business où il y a zéro barrière à l'entrée, c'est gratuit, tu as un compte, tu crées du contenu, donc forcément ça attire beaucoup de monde, beaucoup de gens qui vont abonner très vite, mais donc il va falloir faire la différence et comprendre que même si c'est toujours un bon moment pour se lancer en 2025, parce que les opportunités sont énormes et c'est un marché qui est que croissant, bah, malgré tout, ça ne va pas être facile. Je pense que c'est important pour les gens de le comprendre aussi. Ça. Ouais. Première fois qu'il y a un bon conseil d'une école de commerce. Tu m'étonnes. Ah mais moi je dois en période d'examen, je suis là, je lis les trucs, j'ai envie de péter mon crâne. En fait, je fais un filtre, je mémorise purement parce que je dois passer les examens, tu vois, mais concrètement, j'essaie de ne rien retenir de ce que j'apprends là parce qu'ils vont dire pour la concurrence de baisser tes prix un maximum, de les offres demande, etc. Les courbes très très théoriques et ouais, ça commence un peu à me rendre fou, mais bon, j'arrive à le Après, faire. bon, il y a pas tout acheté, hein, mais ça manque un peu de terrain ou de fait que ça soit mis à jour par rapport à certains domaines d'activité, quoi. C'est surtout ça. Ouais, 100%. Et comme tu peux le voir, je suis un élève assez modèle vu qu'on s'était vu à Barcelone quand j'étais censé avoir cours. Et C'est vrai. d'ailleurs, quand tu étais à Barcelone, du coup, on avait discuté, donc c'était à peu près un an. Tu faisais à peu près, enfin, tu faisais 5 chiffres par mois en 4-5 heures par jour. Et ça m'avait assez impressionné parce que bizarrement, j'étais impressionné par le fait que tu travailles moins. Dans le sens où on voit tout le temps sur les réseaux le make money, bosser dur, etc. Et on se fait, moi, je sais que j'ai tendance à me perdre dans ce flow de travailler 8, 10, 12 heures par jour. Et c'est presque dur de travailler moins. Comment tu t'y prenais, toi, pour avoir un business qui tourne et pas avoir la tentation de bosser plus? Tu as toujours la tentation, mais en fait, j'étais dans une période aussi où, bah, je te le disais, je voyageais beaucoup. Et donc, puisque j'étais dans de nouveaux endroits à chaque fois, mon but était surtout de profiter où j'étais parce que je savais que c'était pour une durée limitée. Et je pense que le travail et tout type de business, c'est des cycles, des saisons où tu vas avoir des saisons de travail intenses et après tu peux un peu plus te reposer. Bah là, au moment où on s'est vu, c'est vrai que j'étais dans une période un petit peu plus cool où je cherchais pas forcément à faire plus, donc plus de chiffres, toujours la croissance, mais dire voilà, là j'ai quelque chose qui tourne. Si je fais ces actions, normalement ça devrait être ok. Et tous les efforts que j'ai fait avant, je vais toujours les récupérer aujourd'hui. Ça, c'était il y a un an.
Je suis rentré chez moi depuis aux États-Unis, tu vois, depuis un peu plus d'un mois. Bah, moi, je suis reparti sur une saison de travail fort. Et donc là, j'ai pas le même discours avec toi. Là, je travaille pas 5 heures par jour. Là, je travaille comme un sagouin parce que j'ai plus de projets, parce que je cherche à scaler, je cherche à aller plus loin. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a toujours un discours par rapport à un moment T. Et le discours d'il y a moins d'un an, mais c'était en février, je crois, de cette année ou janvier, bah, il est plus le même, ou peut-être décembre, bref. Il est plus le même que maintenant, quoi. Voilà. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire toutes ces destinations, tester un peu? Parce que tu as Bah, vécu 10 ans à Miami déjà, et après là, du coup, tu as essayé pas mal de destinations ces dernières années. ouais, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, différents endroits, dont Miami. Et tu sais, quand tu peux habiter où tu veux, parfois tu ne sais plus où tu vas aller. Et donc, puisque tu as l'embarras du choix, tu te dis, mais en fait, est-ce que l'herbe est pas plus verte ailleurs? Et donc, tu as des cycles. Et là, j'avais l'impression d'être sur la fin d'un cycle, à me dire, bah, en fait, est-ce que les États-Unis, c'est là où je veux me poser? C'est là où peut-être je veux construire une famille, etc. Donc, j'avais cette hypothèse, ce point d'interrogation. Et j'ai voulu aller me confronter à ce qu'il y avait à côté. Et donc, j'ai essayé de revenir en Europe, en Espagne, à Dubaï, même en France. J'ai regardé un petit peu partout pour au final prendre la décision de revenir parce que j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Ok. Ouais, je me posais pas mal cette question du lieu de vie, parce que comme tu dis, tu as le choix entre le monde entier quand tu travailles depuis ton ordi. C'est ça. Et, j'ai l'impression que les gens se posent pas autant cette question, alors que ça a un impact énorme sur ta vie quand même, ton environnement. Genre, les gens, ils se disent, soit ils restent là où ils habitent, soit ils se disent, bah, Dubaï ou Bali. Et il n'y a pas tant que ça, j'ai l'impression, cette réflexion, ou peut-être que c'est vraiment fait pour eux, ce chemin-là, mais de où tu veux vivre. Et du coup, moi, je me reconnaissais pas mal aussi dans ce truc de j'ai envie de tester 6 7 8 destinations pendant ma vingtaine, essayer un peu tout. Et après, je regarde quel est le spot qui me correspond le plus, quoi. Ouais, et puis de toute façon, tu auras peut-être un spot que tu vas aimer dans ta vingtaine et un autre spot après que tu préféreras dans ta trentaine. Donc, faut se dire aussi qu'on évolue, qu'on change de perspective. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et aussi, il faut se dire quand tu te mets quelque part, bah, c'est grâce à notre métier, entre guillemets, c'est pas définitif, quoi. Tu peux rebouger. Mais si tous les gens aujourd'hui vont principalement à Dubaï ou à Bali, bah, c'est tout simplement parce qu'ils sont influencés par d'autres. Et comme ils sont sur les réseaux, voient les gens aller là-bas, donc ça te donne envie, tu vois des images, etc. Et aussi, c'est pour la facilité d'implantation. Aller à Dubaï, ils font tout pour te faire venir. La vie est géniale, c'est top. Et donc, moi, j'aurais ton âge ou plus jeune et je serais à ce moment-là de ma carrière, j'aurais même pas réfléchi, j'aurais été à Dubaï en fait. Ok, Tu vois? Donc moi je suis aux États-Unis parce que je suis arrivé à un moment parce que je me suis battu pour avoir les papiers, c'était dur, etc. Et donc j'ai un passif et un amour pour les États-Unis. Mais je sais très bien que là aujourd'hui, si j'avais 25 ans, je serais parti à Dubaï mais direct. Trop simple, tout est fait pour. Pourquoi te prendre la tête à te batailler pour les visas, etc. Pour moi ça me paraît, ça fait sens, tu vois. Donc je jette pas la pierre aux gens qui vont à Dubaï, je comprends. ok, ok, ouais, j'allais te demander la différence entre Dubaï et Miami, ce que tu as préféré. Du coup, toi, tu préfères Miami ou c'est par rapport à ta phase de vie actuelle? Ouais, non, je préfère Miami malgré tout, même s'il y a beaucoup d'éléments communs. Et en fait, je me suis posé la question vraiment pendant longtemps pourquoi je préférais Miami. Et en fait, c'est pour l'esprit américain, la mentalité, l'esprit entrepreneurial qui est à tous les échelons de la société. Que n'importe qui ici va créer sa boîte, essaye de s'en sortir, t'as pas d'aide, tu dois te sortir les doigts quoi qu'il arrive et tu vas toujours essayer de think bigger, d'aller plus haut, de te développer. En plus de ça, Miami a vraiment un culte au niveau du corps, d'être meilleur sur tous les aspects. Donc ça te pousse à vraiment devenir meilleur sur tous les aspects de ta vie. Et à Dubaï, tu peux retrouver dans certains cercles un petit peu cet esprit, mais finalement, ce sont que des cercles. Il n'y a pas de culture, c'est pas inculqué depuis la naissance. Les jeunes qui vont à l'école, qu'on leur donne envie d'entreprendre, que c'est ça la vision et que ici c'est de la norme, c'est normal d'être entrepreneur. Et limite, tu es pointé du doigt si tu l'as pas. Quoi, tu n'as pas d'autre business, tu n'as pas plus d'ambition. Et c'est ça que j'aime aussi au final aux États-Unis, c'est que ça te pousse toujours à aller plus haut, alors que à Dubaï, c'est juste importé. Il y a pas vraiment cette culture, tu vois. Donc, tu peux la trouver, mais pas vraiment à tout moment. Voilà, c'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi. En Europe, c'est l'inverse. T'es pointé du doigt si t'as de l'ambition. Ah oui, voilà, l'Europe, je ne le mets même pas dans l'équation, tu vois. Pour moi, j'ai essayé de revenir. D'ailleurs, l'Espagne et tout, c'est génial, mais impossible pour moi de revenir vers là-bas. C'est pas possible.
Hmm. Pas la même vision. Quand on dit que c'est le vieux continent, bah, en fait, c'est ça. C'est littéralement le vieux continent. Pour moi, c'est mort, quoi. Ouais, C'est fini. marrant. Je trouve intéressant, j'avais vu dans ta bio, donc tu scales les coachs, infopreneurs, etc. grâce à l'IA, les ads et l'authenticité. Et je Ouais. trouve que authenticité et IA, c'est deux mondes complètement opposés. Et je trouve justement à l'ère de l'IA ultra important d'être authentique. Donc je trouve lourd cette approche. Personne peut te battre avec toi-même. Et l'IA, justement, ça fait que tout le monde devient un peu des PNJ. Comment t'allies les deux? Comment ça se fait? Bah, en fait, tu peux inclure l'IA dans tes systèmes, dans le fait d'être plus productif, d'en faire plus, sans pour autant, dans ta communication, d'être une copie conforme de l'IA. Donc c'est là où se fait la différence, c'est que dans tout le back-end, tu peux avoir de l'IA qui peut t'aider à être un super coach, un super entrepreneur, mais il y a toujours justement face à la caméra, au final, un humain, de l'authenticité, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est pour ça que les coachs vont continuer à survivre. Parce que sinon, bah, autant prendre un coach IA. Hein, Ouais. tu configures un peu ChatGPT, ça devient ton meilleur coach, ton meilleur allié. Donc, non, c'est pour ça que l'aspect humain, authenticité, il est indispensable et on doit le garder. Mais c'est pas pour autant parce qu'on doit se dire ça que je ne vais pas utiliser l'IA. Non, ça serait bête de se priver de ça. Donc, c'est allier les deux, absolument. Comment tu définirais ta touche perso à toi? C'est difficile, je pense. Mes valeurs, ma première valeur qui est importante, c'est celle de la responsabilité, radicale même par rapport à ça, dans le sens où euh, tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, c'est pas forcément de ma faute, mais c'est ma responsabilité. Et c'est toujours assez simple de pointer du doigt l'algorithme, les clients, l'environnement, le marché, toujours se trouver un petit peu des excuses. Non. Un collaborateur qui a fait une erreur, c'est ma faute. Il faut que je le forme mieux. Un client qui n'a peut-être pas les meilleurs résultats, c'est de ma faute. Il faut que j'améliore mes systèmes. Et en fait, c'est toujours avoir cette notion de responsabilité. Et quand on est entrepreneur, c'est ultra important. Et dans la culture française, ça c'est quelque chose de compliqué. C'est pas la faute de l'autre, c'est ta responsabilité et c'est toi qui dois t'en sortir. Donc c'est une valeur qui est ultra importante que je mets en avant et que je donne à mes clients pour vraiment leur dire voilà, ça c'est, il faut vraiment le mettre en place. La deuxième chose qui fait la différence, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui est vraiment tourné sur l'action, j'ai pas ma langue dans ma poche, je cherche pas à avoir des amis en tant que client, je peux être très difficile. Et en fait, je suis dur, je suis franc avec eux parce que je tiens à mes clients, je veux qu'ils réussissent. Et donc, c'est souvent la meilleure chose. J'essaie de faire la meilleure chose pour eux et de leur dire la vérité plutôt que, tu vois, de dire oui, oui, mais derrière, de ne pas vraiment les aider. Donc, je pense que ça fait partie de mes grands piliers de qui je suis. Et tout en gardant un côté authentique, chill, je suis pas show off, je suis pas dans les clichés parce que je suis pas comme ça, donc je cherche pas à jouer à un jeu de quelqu'un d'autre, quoi. Hmm. 100% la responsabilité, c'est si chaque humain prenait take responsibility sur chaque action, ça serait assez ouf. Mais ouais, moi ça m'a fait progresser beaucoup plus vite, ça aussi. Et t'as dit un autre truc après, c'était quoi? Ouais, je sais Sur plus. l'action, non, je sais plus. T'avais dit aussi un truc que j'aimais bien, c'était le plus gros problème dans votre business, c'est vous. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah ouais, en fait, en tant qu'entrepreneur en ligne, pareil, on pense que c'est le système d'acquisition, c'est la stratégie, etc. Mais en final, souvent, je me rends compte, c'est l'entrepreneur et lui avec lui-même. Justement, il essaye de jouer à un jeu de quelqu'un d'autre, il essaye de se lancer sur une niche pour ressembler à quelqu'un, mais en fait, ça lui plaît pas vraiment. Il dit oui à des clients qu'il n'aime pas vraiment, mais il le fait parce qu'il peut les signer ou parce que d'autres le font dans ce truc-là. Et en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils s'écoutent pas vraiment. Ils s'assument pas à 100%. Sur les réseaux, ils se disent authentiques, mais en même temps, ils n'arrivent pas à s'ouvrir davantage. Il y a plein de blocages et d'éléments de douleur, même de trauma, qui sont dans la vie personnelle. Et je dis toujours, si vous ne réglez pas ces problèmes-là, ils vont ressurgir dans votre business fois 10 000.
parce que c'est un business personnel, tu vois, ce business qu'on fait. Et donc, souvent, ce qui stoppe les entrepreneurs, bah, c'est eux-mêmes, quoi. C'est je me mens à moi-même, je fais pas assez d'actions, j'ai l'impression de travailler, mais en fait, je fais des trucs qui sont absolument pas productifs. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça, et c'est la première chose, ouais, à régler, quoi. C'est pas facile de le Ouais. voir en face, ça, par contre. Donc, c'est souvent bah, le rôle d'un coach ou de quelqu'un qui, lui, va voir le truc et lui dire. Et donc, après, il y a une conversation qui est pas facile avec son coach ou même avec soi-même, et se dire, bon, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face, il faut se dire les choses. Est-ce que je fais vraiment ça? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me mens? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce business? Tu sais, c'est assez complexe. Mais ouais, c'est quelque chose que je vois souvent et c'est un travail que j'ai avec certains de mes clients parfois. Ouais. Je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai été sensibilisé à ça très vite. J'avais acheté ma première formation chez Mangazi à 16 ans. Et il y avait une des phrases qu'il disait tout le temps, c'était, moi je l'ai fait en français, mais t'as pas un problème dans ton business, t'as un problème personnel qui se répercute dans ton business. Et Ah je bah l'avais mis ouais. en fond d'écran, je sais pas pourquoi. Et pendant genre 6 mois, tous les jours, je lisais cette phrase. Et au début, je comprenais pas trop, tu vois, j'avais 16 ans, je comprenais pas pourquoi elle était utile. Mais elle est vraiment en moi maintenant et je trouve ça tellement, tellement pertinent. Et à chaque fois, bah, c'est ça, quoi. Le business, c'est toi, surtout dans un business comme le coaching et tout, où c'est pas un produit, c'est pas, là, c'est vraiment toi, quoi. Les gens ont accès à toi, tout est toi, ton contenu, c'est toi. Donc, si, s'il y a un problème, c'est forcément toi, quoi. Ton prix, c'est toi. Ta conviction en ton offre, c'est toi. Enfin, tu vois, c'est les gens. Alors, il y a des stratégies pour monter son prix, etc. Mais finalement, quelle est la différence entre je dis, tiens, je veux lancer mon truc et le mettre à 700 ou le mettre à 1500? Mm. La différence, c'est toi avec toi-même, à quel point tu es convaincu ou tu as confiance en toi. Donc, encore une fois, c'est par rapport à toi. Il n'y a pas, tu vois. Donc, Ouais. c'est un business ultra personnel, ouais. Et auto-centré d'ailleurs, c'est vrai. Et j'aime bien parce que t'as dit avant que c'était dur. T'es pas un vendeur de rêve. T'as dit que c'était dur. Et je pense que il y a trop de personnes effectivement qui vont un peu à la légère en mode business en ligne. Mais en vrai, j'aime bien tout le temps mettre l'accent sur le fait d'exécuter. Genre tout le temps. Enfin, ça paraît bête, mais genre vraiment exécuter. Mhm. J'aime bien dire que jusqu'à 10K par mois, faut exécuter bêtement. Et à partir de 10K par mois, faut exécuter intelligemment. Mais dans tous les cas, t'exécutes. C'est Il faut clair. juste agir. Et enfin, je sais pas si toi t'avais ça, mais je pense, ouais, je sais pas dans tes débuts ou comme ça, mais cette branlette intellectuelle, c'est le fait de tout le temps réfléchir, avoir des idées, objets brillants et tout. Moi, j'ai failli beaucoup m'auto-saboter au début. Et après, une fois que quand j'ai commencé à avoir des résultats, c'est con, mais c'est parce que j'ai exécuté beaucoup plus, quoi. Bien sûr. Non, mais je suis aligné avec ça. Mais j'ai envie de te dire, on est tous confrontés à cet objet brillant, à ce truc. Et il y a un petit moment où, quand tu es un petit peu moins bien à ton business, même si tu es plus avancé, tu auras toujours ce truc de l'objet brillant. Ah, peut-être faut que je Mais en fait, c'est à tous les stades, c'est exactement pareil. On passe tous par la même chose et on le vit tous tout le temps parce que c'est l'époque qui le veut. Maintenant, tu vois, je serais encore plus, même jusqu'à 20K par mois, même plus, c'est encore de l'exécution, tu vois. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Alors, il y a peut-être des process en place, mais c'est toujours y aller encore fort. Je pense que le moment où la tactique, la stratégie devient un peu importante, elle est même plus haut, je pense. Ouais. Comme on l'a dit avant, on est dans un marché, il y a beaucoup d'acteurs. On arrive en 2026. Comment est-ce que, selon toi, on formule une offre vraiment irrésistible en 2026? Moi, je ne suis pas le fervent, alors je comprends le terme d'offre irrésistible, hormosie et tout. Euh, pour moi, il y a Parce que l'offre est résistible, on va dire les piliers sont là, évidemment. Il faut avoir une offre qui répond à un problème. Plus le problème est douloureux et urgent, plus les gens vont être prêts à le payer. Ça, on est d'accord. Avoir dans notre domaine quelque chose qui est plutôt transformatif pour la personne, ça c'est sûr. Euh, mais une offre irrésistible ne doit pas compter forcément une garantie. Parce que c'est surtout ça aussi le truc de l'offre irrésistible, c'est le bonus et la garantie. Là-dessus, je ne Ouais. suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a un marché et quand vous arrivez sur un marché existant, il faut être au courant de ce qui se fait. Et après, l'idée, c'est de faire quelque chose qui peut être la même chose mais mieux et puis plus rapidement ou alors de façon moins chère. Et tu vois, c'est ça, il n'y a pas besoin de forcément réinventer la roue, mais il y a deux éléments qui font la différence. Au-delà de l'offre, c'est euh, vous, votre histoire, votre approche, et puis dans la façon de donner le résultat et de donner le service, à quel point votre méthode, votre mécanisme, votre vision va être différente et ces deux éléments vont vous différencier par rapport à la concurrence. Mais au bout d'un moment, tu peux pas
innover tant que ça sur des marchés existants, tu vois. Donc, voilà ce que je dirais. J'avais cette question un peu avec de l'ironie parce qu'effectivement, c'est un peu dépassé le livre d'Hormozy. Mais Pas voir tant que ça, effectivement. les gens ils sont toujours là, machin, la garantie, enfin ça a des sphères des fois où c'est n'importe quoi, hein. Mais bon. Ouais. Et je pense que ce qui va bien marcher après, c'est ce côté. C'est ce volume, en fait, cette omniprésence sur les réseaux comme ça, mais les gens, comme tu dis, ils vont s'attacher à toi, ils vont s'attacher à ton histoire, ta vision, etc. Et plus tu humanises, plus tu es présent, plus tu es dans la tête des gens. Je pense que ceux qui vont le mieux réussir, c'est pas forcément ceux qui auront la meilleure offre, ils pourront avoir une offre assez basique. C'est cool si tu as une méthode signature qui est vraiment différenciante, mais ceux qui vont le plus parler et séduire autour de leur mécanisme et qui vont vraiment être tout le temps là en train, visible sur les réseaux, visible dans la tête des gens, et tout simplement monopoliser des parts d'attention, c'est là où tu gagnes vraiment. Ouais, c'est sûr. Après aussi, de répondre à un vrai problème marché, de comprendre sur le bout des doigts sa cible, c'est ultra important. Et on rentre en Europe maintenant, et ça l'est déjà depuis un moment aux États-Unis, dans l'ultra spécialisation. C'est en fait, tu vois, demain, entre guillemets, les coachs et j'en vois business qui vont dire, tu vois, je touche les coachs, les thérapeutes, les experts, etc., comme moi j'ai pu faire avant, ça c'est mort. D'ailleurs, moi, il y a une vraie question à me dire, est-ce que je me niche pas davantage? C'est pour moi le meilleur moyen de scaler, hein. Parce que tu vas être très précis et on rentre dans cette ère-là. Ouais. Et tu peux Et donc, presser plus cher, tu offres des résultats plus précis à des clients plus bah, précis. tout peut être plus simple en fait, tes process, ton recrutement, ton message, tes publicités, ton contenu. Et donc les gens ont peur de se nicher parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'enfermer. Or, on va rentrer de plus en plus dans de ultra spécialisation. Et on viendra chercher quelqu'un pour vraiment résoudre un problème précis. Mhm. Si tu devais te nicher plus là, du coup, tu ciblerais une catégorie de coach ou tu ferais quoi? Par exemple, ouais. Ouais, ouais, Un une niveau de catégorie de volume. coach. Et après, la spécialisation se fait aussi par qui je suis et ma méthode. Mais d'aller encore plus ouais, sur un type de coach. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Euh, on va parler un peu pub. Hmm. Et là, j'ai une question. J'aimerais savoir si tu avais le droit à une seule pub pour faire 20 000 euros. Sinon, tu finis toute ta vie dans le salariat. Comment tu t'y prendrais? Une seule pub pour faire 20 000 euros. Euh, c'est- Bah, comme la pub, par définition, c'est beaucoup de tests et que j'en ai le droit qu'à une, je vais pas faire une publicité qui demande un fort engagement tout de suite pour le spectateur. Donc je vais pas faire une pub directe qui va dire en gros, voici une vidéo, réserve un appel. Parce que ça demandait un grand effort et donc j'ai de grandes chances de perdre cette personne. Donc j'essaie de faire une publicité où le spectateur a juste une petite action à faire, un petit oui, et donc ça serait pour moi de s'abonner à mon compte Instagram. Parce que là, je me dis, la personne est là, elle est là et elle reste là, et je vais pouvoir aller, tu vois, lui parler, connecter avec elle, l'appeler, en tout cas rester dans l'aspect de connexion pour pouvoir, in fine, la closer. Donc je ferai la publicité la plus simple. Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, c'est pas une publicité, mais c'est une publicité dont l'action, le but, ce serait que la personne s'abonne à ton compte Instagram. Voilà Ouais, ce que je ferais. pub de following. Mais plutôt Ouais, dans parce la. que je me dis c'est le Ouais. moins de risque possible pour moi. Et certes, je ne vais pas avoir les 20 000 d'un coup, hein, mais je peux avoir un gros volume de prospects et après les travailler assez sur le long terme pour arriver aux 20 000 et donc pas aller dans le salariat, quoi. Parce qu'après, tu les fidélises avec ton contenu et tu vas les contacter en setting Ouais, directement. peut-être qu'ils ne sont pas prêts tout de suite à payer, mais peut-être qu'ils le seront dans 3 semaines, ou dans un mois, ou dans 2 mois. Alors que si je fais une publicité où, grosso modo, on me dit directement de prendre un appel ou d'acheter, bah, je la perds cette personne, tu vois, peut-être, derrière, si elle n'achète pas tout de suite. Après, je peux avoir son email, bon, on va pas rentrer, mais dans l'exemple que tu m'as donné, en tout cas, voici ce que je ferais. Les gens qui viennent de la pub, tu les contactes au plus vite en DM, tu laisses un peu de temps ou. Alors, ça dépend le type de pub, mais sur une pub following, c'est quelqu'un qui s'abonne, ouais, je le contacte, je lui parle, je connecte. Pas, j'ai pas un timing précis, hein, mais je le contacte. Et t'as voté avant dans le tu préfères pour les pubs de retargeting. Pourquoi tu Ouais. trouves ça important aujourd'hui? Bah parce qu'en fait, le following aujourd'hui, il sert plus à grand chose. Puisque l'algorithme, ce sont des algorithmes d'intérêt, même si tu as des abonnés à ton compte, c'est même pas sûr qu'ils vont voir ton contenu.
Donc du coup, la publicité retargeting est ultra intéressante parce que là, j'ai eu un point d'accroche avec un prospect. Imaginons qu'il s'est abonné à mon compte. Et ben, grâce à la pub retargeting, il va pouvoir consommer mon contenu ad vitam aeternam. En tout cas, pendant un long moment. Et donc, c'est pour ça que j'adore ces publicités. Et que ça a toujours marché historiquement au milieu de la pub, mais aujourd'hui, elle est d'autant plus importante. Ultra important le retargeting. Même si c'est parfois un ROI que tu ne vois pas aussi direct, tu vois, que d'autres. Mais le fait de toujours te voir, parce que quand je te dis tu vas me voir partout, tu as un compte Facebook, tu vas me voir sur Facebook aussi, tu vas me voir sur Instagram, tu vas me voir tu vas me voir partout. Et donc à un moment, les signaux, bah ça fait passer à l'action. Donc ouais, j'adore le retargeting. Ouais. Il y avait des anciennes études qui disaient qu'il fallait tomber 7 fois, 12 fois sur le Mm. contenu, etc. avant d'acheter. Et je crois qu'il y en a des nouvelles qui ont été mises à jour et En qu'aujourd'hui, plus, avec toutes les parts d'attention et tout qu'il y a, c'est 30, 40 fois. ah, ça m'étonnerait même Ouais. pas. Ouais. Ce serait intéressant de trouver cette étude. Ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Non, c'est abusé, Ah, faut. le processus d'achat, de toute façon, il est et il sera toujours de plus en plus long, quoi. Les gens vous ont vu, ils sont peut-être pas abonnés, ou ils ont vu une pub, mais ils vont aller checker votre compte Instagram, ils repartent, ils reviennent. C'est ça, on va checker partout, on va même peut-être faire encore une recherche Google, j'en sais rien. Les gens dont ils consomment, surtout en ligne, ils font attention, ils sont méfiants, ils se renseignent, ils comparent. C'est ça Mm. qu'il faut comprendre aussi. C'est pour ça que les gens qui sont là, waouh, la publicité, regardez directement le résultat, mais ça, c'est qu'une variable. Il faut comprendre derrière, comprendre le chemin vraiment du client. Ça, c'est ultra important. Pareil avec l'organique, il y en a qui postent pendant une semaine, qui se font une séquence de stories, ils disent j'ai pas eu de client. Ouais, Et, pareil, exactement pareil, je suis d'accord. On est sur du plus long terme, il faut le comprendre. et là où ce qui est marrant, c'est ce côté vraiment exponentiel, momentum, où tu postes, tu postes, tu postes, et t'as rien pendant des mois et tout, mais juste tu fais confiance, tu continues à poster ou faire tes pubs ou comme ça. Et d'un coup, t'as tout qui vient d'un coup. Je sais pas si t'as vu ça aussi, mais je trouve ça vraiment fort quand tu commences à être actif vraiment sur une longue durée. C'est trop fort le momentum. Ouais, c'est une gratification différée. Comme la salle de sport, vous êtes pareil, c'est tu bosses, il se passe rien, puis d'un coup, oh putain, les résultats arrivent. C'est exactement pareil. Donc c'est ingrat parce que tu le vois pas au début, mais les effets composés, bah, que tu connais très bien, ils marchent dans tout et dans le contenu aussi, ouais, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se demandent encore est-ce que je dois faire des pubs? Est-ce que je dois faire de l'organique? Est-ce que je dois faire du setting? Toi, tu allies les pubs et l'organique. Pourquoi tu trouves important de garder quand même de l'organique, même si on a des pubs qui fonctionnent? Bah, parce que justement, on a besoin de donner de la confiance, que les gens, le manque, et pour moi, le focus numéro un de tous les entrepreneurs, ça devrait être, au-delà d'être visible, bon, le premier, la confiance, c'est là où tout se joue, et que le contenu organique permet de faire augmenter cette jauge de confiance, cette notoriété, cette masse invisible de personnes qui ne va pas aller commenter, qui ne va pas aller liker vos contenus, mais qui voient, qui regardent, qui ont vu une pub, ah le mec est actif, c'est pas un voleur ou machin, donc c'est capital. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que des gens qui ont par expérience ou historiquement fonctionné que grâce à la pub, et il y en a des entrepreneurs que je connais, qui maintenant lancent à côté de ça et font de l'organique, que ce soit sur YouTube ou Instagram, parce qu'ils ont compris à quel point l'organique aidait la conversion de manière générale et donc aidait la pub. Les deux vont ensemble. C'est pas l'un sans l'autre, hein. Aujourd'hui, c'est les deux. Hmm. Et c'est vrai qu'au début, je voyais vraiment l'organique comme. Enfin, l'idée principale, c'était acquisition, tu vois. Mais j'en parlais avec Robin Dormion l'autre jour, qui a fait aussi 900 millions de vues en short form, TikTok et Insta. Et lui, il disait, s'il devait enlever tout ce qu'il avait dans son business, mais garder un seul truc, c'est de loin son personal branding, parce que derrière, ça offre toutes les opportunités. Tu peux recruter n'importe qui en une story, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et c'est assez drôle quand même C'est pas d'avoir faux, ça, c'est vrai. ce qu'il est aujourd'hui. Et tu peux franchement. C'est comme Yomi au final, quand on regarde Yomi Denzel, enfin moi ça me surprend souvent, il fait très peu de stories, mais quand il en fait, c'est à chaque fois pour recruter des top talents ou pour faire passer des annonces assez importantes et tout, et au final, il suit pas tellement toutes les stratégies de contenu que tout le monde recommande ou comme ça, enfin il s'en fout un peu, mais je suis sûr que son Insta, il lui vaut enfin, des millions quoi, parce qu'il peut trouver des talents, il peut trouver des choses super pertinentes quoi, en quelques stories avec la puissance de Ouais, non, son... c'est sûr que il sait que des bonnes personnes le suivent. Après, il suit quand même les recommandations niveau contenu organique, mais YouTube, pour le coup, là, il essaie vraiment de Ouais. travailler là-dessus, sur les formats, les machins. Donc, il rentre dans les codes un maximum de l'organique, mais que de YouTube. Et historiquement, il l'a fait quand même sur Instagram à l'époque. Il avait fait, c'était le premier ou un des seuls à faire un concours. Donc, il était très porté Instagram pour gagner du follower aussi. Donc,
il s'est détaché de ça parce qu'il s'est rendu compte que peut-être l'impact sur son business était minime par rapport au temps passé. Et c'est pas pour autant que l'organique, il le délaisse, hein. Lui, c'est grâce à YouTube aussi principalement qu'il a quand même bâti tout ça, hein, à la base. Là, il met encore plus le paquet sur YouTube. Je crois qu'il prévoit des gros trucs. Il engage des gros monteurs et tout là. J'ai vu d'ailleurs la story dont tu fais Ouais. allusion. C'était hier ou je sais plus quand d'ailleurs. J'ai vu. C'était marrant, quel que soit ton salaire actuel, m'en fous, je le surpasse quoi. Et il veut juste trouver les C'est comme meilleurs ça qu'on talents. recrute les meilleurs, hein. Ça c'est Ouais, clair. ouais. On a compris, hein. C'est assez drôle. Et c'est vrai que son contenu Insta, je dirais qu'il fait du contenu qui marchait presque il y a 2 ans. Enfin, c'est pas le truc le plus opti, mais il garde une certaine présence. Mais YouTube, ouais, je pense qu'il va faire vraiment du gros là. Je vais regarder voir ce qu'il nous prépare d'ailleurs, parce qu'il reste un peu dans l'ombre là depuis quelques temps, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il. Ouais, je pense que ça va être. Il veut chercher un peu, tout en restant business, plus grand public, et faire du format à la MrBeast, hein, si je comprends bien, c'est un peu ça, hein, ce qu'il cherche à faire. Je pense. Ouais, je pense qu'il va essayer de s'ouvrir encore plus aux non-entrepreneurs. Enfin, ouais. Ah, peut-être, ouais. Enfin, de tout, ouais, mais faire des formats plus gros, en tout cas plus gros budget. Par la... J'aime bien dans la différenciation dire que lui, en l'occurrence, il se différencie par la barrière financière, dans le sens où les gens ne peuvent pas mettre le budget qu'il a, qu'il est prêt à mettre, et du coup, forcément, il peut faire des concepts, des formats que personne d'autre pourra faire, et ça va le rendre... bon, il est déjà assez différenciant, Yomi, il y a peu de gens qui les rivalisent, mais là, il va prendre des gros steps, ça va être marrant. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis. Si en soi, demain, tu un gars, tu arrives sur le marché du coaching, n'importe quoi, même de l'e-commerce comme Yomi, tu veux vraiment pénétrer le truc à fond. La stratégie numéro un, tu pourrais dire, c'est de poster plus, etc. Mais en fait, la stratégie la plus simple, c'est juste de dépenser comme un malade en publicité pour créer cette traction. Si tu dépenses plus que tout le monde, bah, par définition, tu vas prendre des parts de marché, quitte à être rentable et à la limite au début, mais tu peux vraiment y aller. Donc pour moi, les marchés, ils ne sont pas du tout fermés, etc. Mais ça demande, là, parce que tu utilisais cet exemple, mais c'est très simple que quelqu'un demain en publicité, il mitraille plus que tout le monde. Il était nulle part, il arrive et boum, il rentre dans le marché, il a une très bonne place, hein. C'est totalement faisable. Il faut juste se dire, bah, j'ai 5 ou 10 ans de retard, bah, pour le rattraper, il va falloir dépenser plus et faire plus. Voilà, c'est tout. Ouais, être plus rapide et tout. Bah ouais, en gros, pour se différencier par définition, il faut faire ce que la plupart ne sont pas prêts à faire. Donc si tu as l'argent, admettons, de côté et que tu veux aller vite, tu peux dépenser l'argent que les gens ne sont pas prêts à mettre. Mais tout comme si tu veux, bah t'es en retard mais tu veux pas dépenser de l'argent, tu peux être plus rapide que les gens le sont, tu peux poster 3 fois plus que les gens ne sont pas prêts à faire, tu peux être 3 fois plus authentique, 3 fois plus audacieux, enfin ça peut être sur 1000 trucs. Mais ouais, bah ça m'a fait penser à Hormozy, il disait, t'as tu veux un client garanti, ou 10 clients, je sais plus, faire 10 000 balles en gros, garanti en 3 mois, bah, soit tu vas faire 100 messages de prospection par jour tous les jours, soit tu vas faire un post par jour tous les jours, soit tu vas dépenser 100 dollars en ads tous les jours. Et c'est impossible, il a jamais vu quelqu'un qui avait fait les trois et qui n'avait pas eu son client en 3 mois, quoi. Il a raison. Il a raison. Au début, c'est vraiment que de l'action. Comme on disait, c'est bourrin, bourriné. Mais peu de gens sont prêts à faire ça. Ouais, faut bourriner. Si tu regardes ce podcast, bourrine. Je te jure, c'est si tu débutes, et ouais, absolument, bourrine. Te pose même pas de questions. Et Et continue de bourriner quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Ça, c'est qui est difficile aussi. surtout quand on débute, ouais, parce qu'on se pose plein de questions, etc. Donc, Eh il faut oui. juste des fois mettre le cerveau sur off et bourriner. Mais même après, là, j'ai fait pas mal d'appels avec des gars qui faisaient plus de 100 k par mois et tout. Les gars, la différence, que j'ai bien vu la différence entre eux et moi, c'était leur niveau d'exécution, quoi. Ils sont en train de bourriner, ils font tellement de trucs en une journée, et il y a pas de filtre entre la réflexion et l'action, quoi. C'est juste, ça exécute. Exactement. Ça fait des smart moves, mais ça exécute, quoi. Et c'est assez intéressant. Moi, je te le On a- dis, je vois des gars qui font des 1 million par mois aux US, à qui je prends du coaching ou autre. Ils n'ont rien de plus que toi, que moi. Rien. Par contre, ils dépensent plus et ils font plus. Et comme tu le dis, tu l'as très bien dit, il n'y a pas de différence. Enfin, la rapidité entre l'idée et l'exécution, elle est infime. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réflexion. Alors qu'ils sont à des strates où tu peux dire, ouais, attention, ils n'ont rien à foutre. Bam. Et c'est que ça qui fait. Donc tu te dis, et les strates où ils sont, en fait, il n'y a rien de plus. Et c'est Par marrant contre, c'est parce pas si que facile que ça, hein, de vraiment d'avoir une exécution aussi ouais, rapide, c'est impressionnant, hein, tu vois. Mais au final, c'est juste ça. et ce qui est marrant, c'est qu'après, du coup, tu vois la vie comme un jeu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus tu agis vite, plus tu as des résultats vite, plus ça devient récompensant rapidement,
plus tu kiffes et t'es dans un flow tellement plus vertueux et tellement plus constructif sur tout, alors que tu pourrais te dire, ah, j'ai plus d'action à faire, c'est plus chiant, etc. Mais quand tu commences à rentrer dans un flow d'exécution, c'est ultra intéressant. Et attends, rappelle-moi, j'ai mes troubles d'attention. Non, tu C'était parlais de la rapidité ouais. d'action, des gars avec qui parlait. Tu avais parlé il n'y a Et, pas longtemps. et toi, tu te formes du coup au States avec des mecs qui font 1 million par mois, Ouais, je etc. Tu prends te des fois formes en des fait gars. à Tu sais, côté en ou- fait, tu n'as pas besoin d'acheter les programmes des gens. Tu les contactes, tu dis ok, je veux 1 heure de coaching, ça va te coûter grave cher, mais tout le monde a un prix. T'es pas obligé de Mhm. rentrer, tu vois, dans leur programme. Donc des fois, je vois un gars qui a rien à voir, un gars sur les ads et tout machin, il a l'air bon. Tiens, je vais marcher. Et après, tu lui poses des questions, tu vois. C'est un peu comme Oussama qui a son Better Call, sauf que eux, c'est pas ouvert, genre prenez un créneau. Mais en soi, tu peux toujours. Et tu vas un peu Mhm. leur parler, etc. Et tu poses des questions et en fait, tu te rends compte, ou je vais des masterminds, machin, je rencontre, ou même ici à Miami, il y en a plein dans ce milieu, hein, des Américains ici. Tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils n'ont rien de plus. Par contre, ils ont un mindset, mon gars, où ils sont avec des années d'avance. Et c'est juste ça qui fait la différence. C'est intéressant de se faire mettre en place dans nos standards régulièrement. Et Ah ouais, j'ai ouais. retrouvé ce que j'allais dire avant avant, je pensais que en fait, en réfléchissant plus, j'allais avoir des meilleures idées. Et après, je me suis rendu compte que c'était par l'action que j'avais les meilleures idées. Donc en fait, même le seul atout que je pouvais avoir à réfléchir plus, eh ben, il est battu par le fait d'agir. Donc il y a vraiment aucun. Ouais, je voulais me rassurer. Je me disais, je pensais avoir des bonnes idées, bien réfléchir, etc. C'est même pas tant que ça utile, quoi. Faut vraiment juste agir. Ouais, l'action donne la clarté, en fait. Ouais, C'est ouais, ça. c'est ça. On a un truc en commun. Je regarde pas mal tes stories. Et j'ai remarqué qu'on faisait les deux, ce que j'aime appeler les one slide story, où tu fais une story, une seule slide, donc il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Tu donnes un peu de valeur et tout, un petit call to action, et étonnamment, ça marche beaucoup mieux. Enfin, ça ramène pas mal de prospects, etc. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment tu t'y prends, toi, pour faire ce genre de story? Bah, c'est toujours la même chose. J'en ai fait une vidéo YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube. Là, en fait, j'explique tout en détail, ce système. Mais c'est juste une story où il y a un gros appel, enfin, un gros hook pour arrêter les gens dans leur défilement de story. Après, c'est pas forcément donner de la valeur, mais c'est un long texte. Le long texte va faire que les gens appuient sur l'écran et restent à le lire longtemps, donc du watch time. Et à la fin, un appel à l'action pour obtenir souvent une ressource gratuite, donc un truc facile à obtenir pour eux, où ils doivent envoyer un mot-clé. Ce qui fait que les gens t'envoient un DM, ils restent dans l'écosystème Instagram, ça Instagram adore. Donc du watch time plus une action toujours dans Instagram, bah souvent tu peux faire péter ton nombre de vues et ton nombre d'engagements là-dessus, voilà tout simplement. Mais comme c'est une story qui par définition est très simple à faire, parce que c'est en gros une image de toi ou autre chose en fond et du texte, bah, tout se joue sur le texte. Donc tu peux faire deux stories qui ont la même structure, mais il y en a une qui marche très bien et l'autre pas du tout. Parce que c'est le texte qui va tout faire. Donc les mots, chaque mot est important. Donc le copywriting sur ce type de contenu est ultra important. Mhm. J'ai remarqué dans ces stories, plus le call to action avait une haute valeur perçue, plus elle performait bien. Enfin, Ouais, souvent, bon, je mettais beaucoup d'importance sur l'accroche ou le fond du message, etc. Et j'ai vu qu'en vrai, le facteur qui différenciait le plus, c'était quand même la puissance de ce que tu as à proposer en call to action. Et après, ça fait le c'est cercle sûr. vertueux parce que tout le monde répond, etc. Donc, Bon, c'est c'est assez sûr, cool. si tu vends, si tu offres le monde en truc, bah, les gens ils vont dire ouais, je le veux, tu vois, forcément. Après, ça dépend des niches, ça dépend à quel point, parce que tu as un effet double tranchant. Si tu commences à être trop dans le superlatif où je t'offre tout, bon, bah, tu vas attirer aussi une audience qui va être pas forcément celle qui peuvent être des clients intéressants, tu vois, donc faut faire attention Ouais, là-dessus. ça dépend à quel point derrière, tu as encore plus à délivrer. Ce que j'aime bien faire, c'est tu donnes 80% du temps le quoi et 20% du temps le comment. Et du coup, même s'ils ont du quoi, derrière, ça leur fait poser d'autres questions et c'est assez smart comme manière de C'est fidéliser sûr. dans le sens où, bah voilà, ok, ils vont avoir des shots de valeur, ils vont être contents, mais au final, ça va leur faire presque plus conscientiser leurs problèmes. Et des fois, tu donnes le comment, parce que comme ça, ils ont des résultats gratuits, ils ont confiance, etc. Et ça marche bien, ils sont contents. Mais derrière, en jonglant entre les deux, du coup, même si tu donnes énormément de valeur dans le quoi, il y aura toujours d'autres questions et la solution logique, au final, ça sera Ah, je d'aller suis vers toi. d'accord, ouais. Absolument. Et tu as parlé du watch time en story, c'est intéressant. Il n'y a rien qui prouve techniquement dans l'algorithme de story, etc., qu'il y a une notion de watch time, mais j'avais aussi cette théorie où j'ai l'impression que les stories, si les gens y restent plus longtemps dessus, ça fait beaucoup plus de vues, enfin, elles sont plus montrées.
Et en plus, quand on met des musiques, moi j'adore la musique, je voulais tout le temps mettre plein de musique en story, etc. Faire ma manière un peu de faire entrer dans mon univers. Mais j'ai l'impression que ça diminue le reach parce que les musiques, ça considère un peu comme une vidéo, du coup ça fait 15 secondes en moyenne, après tu peux diminuer, mais voilà. Et du coup, j'avais une théorie par rapport à ça, je sais pas si c'est validé, mais ou ce que tu en penses, mais quand je mettais les musiques, j'avais l'impression qu'il y avait moins de vues, et selon moi, c'était pour ce côté durée de visionnage qui était plus longue sur une photo. Ouais, c'est possible aussi parce que la musique se répète, donc du coup, la personne elle a déjà entendu une fois, ça va peut-être l'encourager à passer plus vite alors qu'il n'y aurait pas de son, elle resterait. Ça, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, qu'il y ait un watch time sur les stories, ça, c'est. Je me souviens, vos séries, le CEO d'Instagram en avait parlé, hein. Il y a du watch time partout Ouais, et aussi sur les stories. Ouais, ouais. Après, ok. il y a. Bah, le but d'Instagram, c'est de faire rester les gens le plus longtemps possible sur leur plateforme, quoi qu'il arrive, c'est leur objectif. Donc dès que tu arrives à les maintenir, t'es valorisé, quoi, ça c'est sûr. Ça, ils les partagent, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, petite info par rapport à ça, c'est intéressant, tu as dit le but d'Instagram, c'est de faire en sorte que les personnes restent sur la plateforme. Donc deux choses importantes qui me viennent en tête, ne mettez pas de lien en story parce que du coup les liens ça fait aller sur d'autres plateformes, donc Meta n'aime pas ça. Et sur vos posts, métrique principale, durée de visionnage, Instagram veut que vous restiez sur la plateforme, donc regardez longtemps. Et du coup aussi dans les stories. Donc je savais qu'il y avait ce côté-là dans les vidéos, c'est pour ça que les stories vidéos souvent sont aussi moins vues et tout. Mais j'avais la théorie que c'était aussi dans les photos et je trouve ça intéressant. Mais du coup effectivement quand tu mets beaucoup de texte, ça marche bien Ouais. ce genre de story. Du coup c'est quoi ta stratégie d'acquisition plus globalement? Ah bah, elle est 100% Instagram. C'est-à-dire que les gens me découvrent par Instagram, via la publicité ou l'organique, mais principalement la publicité. Derrière, les gens sont dans mon écosystème. Je vais aller retoucher encore avec de la publicité grâce au retargeting. Je vais les faire monter en confiance grâce aussi du contenu long, du contenu court, de la connexion par message, pour les faire avancer dans mon tunnel qui est toujours sur Instagram jusqu'à un appel de vente, tout simplement. J'ai pas de landing page, je les sors pas ailleurs, ça reste vraiment 100% Instagram. Mhm. Avec du nurturing sur YouTube. Avec du nurturing sur YouTube et sur Instagram, ouais. Et les emails, toi, t'as une liste email, mais tu utilises pas trop, non? Si j'ai une liste email, ouais, mais je suis. Bah là, tu vois, c'est un bon reminder, faut que j'envoie quelque chose dimanche, ça fait 2 semaines que j'ai pas envoyé d'email, ouais, je suis pas très sérieux dessus. Ok. Faut absolument que je le fasse. Ouais, donc pub de following, pub de retargeting, beaucoup d'organique, les stories. Ouais, le beau foot, t'es aussi d'accord que ce qui fait le plus vendre, c'est les stories et YouTube. Alors YouTube, ça aide, c'est sûr. Les stories, ça te permet de passer à l'action. Mais après, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent d'eux-mêmes. Donc c'est tous les efforts communs. C'est difficile parfois de déterminer la source exacte. Après, je fais aussi des pubs DM directement. Donc les gens arrivent directement dans mes DM. Tu vois, donc tu peux multiplier ces sources d'entrée et après, ils sont juste dans ton écosystème, quoi. Ouais. J'aime bien parce que des fois je regarde ton contenu et enfin je t'en ai parlé juste avant le podcast là sur TikTok les petites tests que tu as fait avec Sora ou même j'ai regardé une de tes vidéos YouTube sur les ads et on voit qu'il y a un côté un peu je m'en foutiste que j'aime beaucoup où il y a bah, c'est authentique tu vas allumer ton Loom, tu vas faire ton Google Doc, tu vas parler, tu vas te rendre bon bah voilà moi je vous donne ça et puis vous en faites ce que vous voulez entre guillemets et je sais pas si ça a toujours été comme ça. Enfin, je pense que c'est venu avec le temps. Mais si c'est venu avec le temps en tout cas, comment t'as acquis un peu ce côté je m'en foutiste? Bah oui, oui, c'est un peu je m'en foutisme, mais c'est plus en fait ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu vois que ceux qui sont en avance sur toi en termes de chiffres, ils ont rien de plus à part le fait d'avoir une exécution rapide, bah j'essaie juste d'appliquer parce que j'ai compris que c'était ça la différence. Donc j'ai une idée de contenu, je vais pas me dire ah je vais réfléchir au script, puis je vais tourner la vidéo, puis je vais envoyer au monteur ou je vais faire un montage parce qu'il se passe combien de temps. Donc du coup, je prends mon loom, je enregistre, je poste direct. C'est pas ah faut que je la planifie pour dimanche parce que je poste tous les dimanches. Tu vois ça c'est que des excuses en fait qui n'ont aucun impact sur le business. Donc j'essaie juste d'appliquer ce que je vois de ceux qui sont en avance et de la rapidité d'exécution. Donc du coup, bah, je poste, etc. Alors après, j'ai des vidéos, je les poste pas direct, j'ai le monteur qui va le faire pour me faire gagner du temps parce que je veux pas du tout monter. Mais sinon, tu vois, YouTube, avant je faisais des miniatures. On s'en fout des miniatures. Paf, donc maintenant j'en mets même pas, tu vois. Donc j'essaye de faire ça parce que j'ai compris que c'est la différence qui va faire que je vende plus, c'est pas parce que je vais faire 4 vidéos avec 4 miniatures, c'est parce que je vais faire 16 vidéos, tu vois. Donc j'essaye juste d'augmenter les inputs, tout simplement. Ouais, à fond. Donc toi tu le prends comme un côté je m'en foutiste.
Il y a un peu de ça, mais c'est surtout juste que j'essaye d'aller plus vite et que j'ai pas le temps de faire plus de choses par moi-même. Tu vois, tout Ouais. simplement. Le je m'en foutis, je l'entends par le côté détaché du résultat, ou Ouais, justement. ouais. Et le fait d'être détaché, ça va effectivement dans ce que tu dis, dans le fait d'agir beaucoup plus. Parce que si tu agis beaucoup plus, tu es plus détaché. Enfin, tu compenses ton syndrome du perfectionnisme ou comme ça par plus d'exécution et par plus de volume, etc. Donc, même si tu es moins compétent, etc., tu vas compenser cette incompétence. Enfin, je dis pas que tu es moins compétent, mais même si tu es moins Ouais, bien compétent sûr. que X ou Y personne, tu vas compenser par le volume et à chaque fois, c'est assez fort, quoi. J'avais tendance à être très perfectionniste sur mes réels et à des fois passer 30 minutes à créer, par exemple, et 30 minutes à peaufiner les détails, etc. Et en vrai, je trouve quand même important sur Instagram d'avoir ce côté un peu parfait pour que ton post marche bien, mais en vrai, si t'as fait le 80-20 en faisant ton contenu, tu le postes et dans la demi-heure d'après, tu peux faire un deuxième contenu que tu postes. Et du coup, là, t'as plus d'impact que si tu peaufines les derniers détails, Ah, je quoi. suis d'accord. Non, mais c'est sûr qu'à choisir entre un beau poste, l'accroche parfaite, le truc et un truc à l'arrache, tu choisis le beau poste. Mais après, faut voir à quelle échelle tu es et ce que tu peux faire avec ce que tu as. Et la plupart des gens, ils restent bloqués sur le beau poste. Alors que je dis, mais t'as posté une fois dans une semaine, quoi. Réveille-toi. En fait, il va rien se passer à ce rythme-là. Donc, c'est plus dans cet esprit-là. Et donc, j'essaye d'être l'exemple pour mes clients et tout le monde, dire bah, je dis qu'il faut y aller et qu'il faut faire de l'action, il faut aller vite, bah, je vous le montre. Regardez, j'ai fait un loop, je viens de le poster sur YouTube. Hmm. C'est l'idée. Qu'est-ce que tu penses être vrai et que la plupart des gens pensent être faux? Waouh, ouais, parce que là, on peut partir dans tous les domaines. Qu'est-ce que je pense être vrai et que la plupart des gens pensent être faux? Bah, un petit peu ce qu'on disait, c'est que la plupart des gens pensent que il y a un secret, qu'il y a une baguette magique, qu'il y a quelque chose qui fait que les résultats arrivent, alors que c'est faux et que tout le monde peut y arriver à partir du moment où il y a de la volonté, il y a de l'action, quoi, et que les gens ont rien de plus que les autres, quoi. Voilà. Ouais. Bon, j'ai Mais peut-être tourné à l'inverse ta question d'ailleurs, je sais pas. Je me suis peut-être embourbé, mais au final, ouais, c'est un peu anti-vente ce que je fais parce que on est tous ouais, finalement à vendre, etc. Mais la première chose que je dis tous les systèmes marchent, tous les systèmes d'acquisition marchent, les webinaires ça marche, les trucs ça marche. Moi j'ai mon truc que j'ai fait par rapport à moi qui marche. Mais si vous venez me voir et que vous aviez déjà un système de VSL, je ne vais pas vous dire de tout le casser parce que je suis extrémiste et il faut faire que mon truc. Je vais regarder ce qui marche, je vais l'adapter à votre stratégie et on va faire un travail ensemble pour aller plus loin. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas à vendre le truc plutôt qu'un autre, même si c'est une bonne stratégie de marketing. Je dis juste qu'au final, bah ouais, il y a peu de secrets, il y a plus de travail. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour mon accompagnement, qui sont déjà très avancés et qui vont peut-être avoir juste 5% d'apprentissage, 10%, mais surtout là-dedans, parce qu'on va débloquer ensemble des choses, non pas parce qu'ils n'auraient pas pu le faire tout seuls, mais c'est parce que l'aide de quelqu'un qui te confronte à la réalité, qui te confronte à des trucs, ça aide. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner à tous les stades, tu vois, parce que tu as besoin de quelqu'un parfois juste pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ou te foutre un coup de pied au cul, ou t'engueuler, ou te remettre en place. C'est ça qui aide et c'est ça qui permet d'aller à un stade supérieur. hmm. Ouais, mais c'est vrai, t'as dit c'est un peu anti-vente parce que, enfin, on regarde par exemple l'équation de la valeur d'Hormozy, effort et sacrifice, c'est en dessous, donc il faut les minimiser un maximum pour avoir une plus haute valeur perçue de ton offre, etc. Mais au final, je pense que c'est quand même smart parce que du coup, t'attires des personnes qui sont prêtes à faire des efforts et sacrifices. Donc, je sais pas si peut-être tu perds des prospects ou pas, mais en tout cas, quand t'as des prospects, ils sont déter et ils savent qu'il y aura des efforts et ils savent que t'es pas un vendeur de rêve. Ça gagne aussi la confiance, c'est plus authentique. Et derrière, je pense que tu as du coup des meilleurs résultats clients aussi. Ouais, après Avec ça. j'attire des gens qui sont plus vieux parce que je pense que les plus jeunes surtout, ils sont toujours la nouvelle tactique, ils sont l'objet brillant, ils l'ont en pleine face et ils sont complètement attirés par ça, donc ça marche très bien. Euh, Moi, j'ai des gens peut-être de plus de maturité qui vont encore peut-être avoir cet objet brillant pour certains, mais plus se dire bon, écoute, ok, je sais ce que c'est un peu, j'ai compris que tu vas pas me vendre du rêve, et donc je pense que je peux avoir des gens plus avancés aussi en faisant ça. Des Ouais. gens qui en fait ont compris que, écoute, j'ai fait. Moi, j'ai beaucoup de gens, ils ont fait un 2 3 4 accompagnements, ils viennent me voir derrière. Si je commence à leur dire, t'inquiète, c'est ma stratégie et tout, ils connaissent toutes les stratégies. C'est comment on peut travailler ensemble en format consulting pour aller à l'étape d'après. Tu vois, Mhm.
Et c'est limite pour moi plus intéressant, plus challengeant de faire des trucs comme ça, tu vois. Mais Ouais. peut-être que je me ferme aussi à des ventes, ça c'est sûr. Parce que là, t'es toujours en one-one ou t'es en groupe plutôt? Alors en fait, je vends plusieurs niveaux pardon, d'accès à moi. Tu veux Antoine en one-one, c'est possible, ça coûte X. Tu veux Antoine en Ouais. groupe, c'est possible, ça coûte X, c'est moins cher. Tu vois, c'est tout. Plus de temps tu passes avec moi, plus ça coûte cher. Tu veux Antoine. Faut lancer le Mais truc c'est comme ça au final. Attends, quand tu as mon WhatsApp perso, que tu peux me parler quand tu veux et on fait du one-one, moi je peux te dire là, tu as Antoine. T'as Antoine qui a. Donc, tu as mon attention, tu as mon truc, donc je vais être à fond dans ton business. Je suis ton associé, quoi. Pendant la durée où on travaille ensemble. Je vais clipper ce moment, on va en faire une pub. Tu veux Antoine? Tu veux Antoine, ça coûte X. Et du coup, tu te formes que aux States, toi, ou t'as aussi t'as des mentors en France ou... J'ai acheté plein de choses en France également. Je regarde. Moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai acheté à droite, à gauche, des gars. Non, non, et après, je prends aussi beaucoup aux États-Unis parce que je vis ici, etc. Mais ouais, en France, il y a des gens très bons aussi, hein. Et meilleurs que moi d'ailleurs, hein, largement meilleurs. Magnifique. Est-ce que t'as un apprentissage récent que t'aimerais nous partager? Bah, j'apprends tous les jours forcément sur des trucs, mais là tu me prends de court. Qu'est-ce Ouais, c'est que. souvent un peu inconscient. Si t'en as pas, c'est pas grave, mais s'il y en a un qui te vient en tête. Bah, je réfléchis rapidement. Euh, c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé, où j'ai pas mal progressé, donc c'est pas tant que je l'ai appris à un, mais j'ai vu des progrès. C'est sur la régulation émotionnelle et à quel point c'est ça qui détermine tout dans le fait de passer des étapes en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est sur les coups durs, sur les problèmes que tu peux rencontrer, de ne pas réagir évidemment sous le coup de l'émotion, de savoir la contrôler, de savoir prendre du recul. Euh, et ça, j'ai fait beaucoup de progrès. Par exemple, quand tu commences à dépenser en publicité et commencer à accélérer, bah, c'est les émotions qui dirigent tout. C'est est-ce que tu es prêt à dépenser plus quand tu vois l'argent sortir, 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 sortir et que tu dis tu n'as pas le retour. Ne pas dire je coupe la pub parce que ça marche pas directement. Non, c'est prendre le temps d'analyser, de tester et donc d'être prêt, tu vois, émotionnellement à faire partir tout ça. Donc ça, je fais beaucoup de progrès par rapport à ça. Et c'est un gros problème d'ailleurs que je vois chez mes clients, tu vois. C'est de dire bah, tout fonctionne. Tu as un retour sur investissement de x10 sur des pubs. Bah viens, on dépense plus pour faire plus de chiffres. Ah, et là, tu as des blocages qui se créent. Ouais. Alors que c'était logique. Mais à partir du moment où tu as des montants en tête, tu vas dire quoi, mais là, je vais investir 10 000 euros. Ah oui, mais à chaque fois que 10 000, ça va te faire 100 000. Et Mm. malgré ça, 10 000. Tu vois, il y a des et tout ça, c'est et le fait de voir, j'ai dépensé, j'ai testé une pub, j'ai 2000 qui est parti. Mais peut-être que quand tu as dépensé 2500, c'est là où tu as X ventes. Enfin, tu vois, donc tout ça, c'est vraiment soi avec soi-même, l'émotion, la régulation émotionnelle. Et, euh, et je progresse là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est très, Ouais. très intéressant. Réfléchir plus rationnellement, logiquement et tout, plutôt qu'émotionnellement. Mm. On va apprendre à gérer ça. Magnifique. J'aurais une dernière question pour toi, Antoine. Tu as publié des milliers de vidéos, tu as des millions d'abonnés, tu as généré des millions sur toute ta carrière. Mais si demain tu décidais de tout arrêter et que tu avais les 60 prochaines secondes pour faire passer un message qui te tient à cœur, Oh là qu'est-ce là, que tu dirais? tu me fais des questions de podcast À l'américaine. ouais, à l'américaine et tout. Attends, redis-moi la question, du coup, je t'ai coupé, j'ai pas entendu ce En que tu as cherché. gros, si tu as plus que 60 secondes là pour faire passer un message, qu'est-ce que tu dirais? Oh là là, je suis pas bon en plus dans ces trucs comme ça. Ça peut Qu'est-ce être que je pour, on dirais? peut nicher dans les entrepreneurs, si ça peut simplifier. Admettons, tu parles à un ancien toi ou un entrepreneur débutant. Euh, Enfin, pas forcément débutant, mais oui, un entrepreneur. Euh, je, je leur dirais, c'est pas très inspirant, mais c'est quelque chose de très important. Vous n'êtes pas obligé de le savoir maintenant, même si vous avez déjà lancé une boîte, mais essayez de prendre un moment et de réfléchir à vraiment pourquoi vous faites ça, où est-ce que vous voulez aller. Et c'est une réponse qui peut évoluer avec le temps, parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin, plus haut que juste d'avoir des simples chiffres.
Parce que si je te pose la question, tu me dis Antoine, je vais peut-être faire 50 000 par mois. Je vais te dire pourquoi 50, pourquoi pas 40. Et à cette question, la plupart des gens ne savent pas dire, parce que j'ai pris comme ça 50, mais ils ne savent pas vraiment. Et donc de se poser la question vraiment du pourquoi, ça peut être des raisons futiles, ça peut être matériel, elle est ultra importante. Parce que sinon, tu seras toujours plateau à un moment sur ton business. Parce que tu te diras, je suis à 35, j'en sais rien, par mois, je suis bien. Pourquoi je vais aller plus haut? Pourtant, tu auras l'objectif de 50, mais tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond. Il n'y a pas une vraie vision, il n'y a pas une vraie mission, il n'y a pas un vrai pourquoi. Et donc, on entend toujours les Américains en haut, le why, le why, le why. J'ai mis du temps à comprendre. Et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à 100%. Mais en tout cas, ça, c'est une vraie question à se poser et à se poser régulièrement. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je pense sinon, à partir du moment où on ne peut pas aller plus haut. On fera toujours face à des murs. Parce qu'un chiffre pour un chiffre, c'est pas ça qui donne la motivation de faire plus d'actions, de faire plus et d'aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Très pertinent, ça me parle parce que là, je vais faire 10 jours dans le silence et un de mes sujets de réflexion principaux, ça va être justement me poser plus de questions existentielles, être en mode, ok, là, je fais des actions au quotidien, je suis dans ma bulle, mais pourquoi je le fais? Dans quel objectif, quelle est la mission, quel est l'impact, qu'est-ce que je veux faire de ma vingtaine, de ma vie, etc. Et prendre ce recul des fois, et c'est vrai qu'on a tendance à se perdre un peu dans cette bulle, dans les standards, dans la société ou comme ça. Mais c'est Et intéressant. même si tu as une réponse et ça peut être l'argent, tu peux dire ok, je veux 100 000 pour 100 000, mais alors du coup, tu te poses encore, tu vas encore plus profond. Pourquoi 100 000? Tu vois? Mhm. Et c'est pas parce que la raison de l'argent peut être une bonne chose, mais pour faire quoi? Au final, c'est un outil, l'argent. C'est pas une fin en soi. Donc, c'est des questions qui sont pas faciles, surtout à différents âges, et je pense que ça évolue avec le temps. Donc, voilà, c'est juste quelque chose, je trouve, de pertinent. Et qu'on pense pas forcément quand on se lance, parce qu'on se dit, je veux juste de l'argent, je veux juste les 20 000. Mais une fois que tu es un peu plus haut, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi aller à l'étape d'après? C'est quoi le but? 100%. Et ça régit toutes nos actions derrière, donc Ouais. magnifique. Merci Voilà. beaucoup Antoine. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue. C'était un plaisir du coup de t'avoir sur le podcast Entre Créateurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver? La méthode Antoine sur tous les réseaux. Et Magnifique. surtout sur Instagram. Tout Insta. Exactement. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Salut.